Bien bonjour, bienvenue au sein de cette conférence sur le thème de la dématérialisation des courriers. Je suis Éric Leven, journaliste pour Archimag et pour le site archimag.com. Avec moi aujourd'hui trois intervenants. À ma droite, Pierre Fuseau, qui est président du groupe CERDA, une des premières sociétés expertes dans le management de l'information et des connaissances et dans le record management et l'archivage. Pierre reviendra notamment sur les enjeux de la démat des courriers, la marche à suivre pour mener à bien un projet de GEC et sur les rôles des différents acteurs. En bout de table, Éric Bretéché, Product Manager chez ITsoft, éditeur et intégrateur de logiciels de traitement automatique des documents papier et numériques. Ça fait 7 ans qu'il travaille chez ITsoft à la conception des produits. Il nous fera part de 3 retours d'expérience dans le secteur privé et plus particulièrement dans le domaine des assurances, avec April Assurance d'un côté, le GIE GERAP, donc gestion épargne retraite et assurance de personnes, qui est un prestataire pour la MAF et la Massif, et UGIPS, un prestataire pour le groupe AXA. Et enfin, Cédric Grenet, qui est DSI de la communauté d'agglomération Co-Vallée de Seine, en Seine-Maritime, qui réunit 41 communes entre Rouen et Le Havre, ce qui représente environ 68 000 habitants et qui nous parlera de la solution retenue pour gérer le courrier entrant. Voilà, alors je laisse la parole à Pierre. Bonjour à tous. Alors, un premier point, un premier constat qu'on avait tiré des enquêtes qu'on a menées, c'est que les projets de gestion électronique de courrier sont très différentiels en environnement public et en environnement privé. En environnement public, il y a 45% de projets qui sont déjà menés, donc il y a encore des possibilités, des potentialités effectivement de développement, et il y a beaucoup de projets GEC qui sont effectivement développés dans ce secteur. Pourquoi d'abord parce que dans l'administration, il y a des processus, et il y a des processus avec 3 éléments. Premier élément, c'est le politique qui veut, qui souhaite voir, qui souhaite valider, etc. Il y a l'administratif aussi, et il y a le technique, parce qu'il faut produire, il faut dire des réponses, etc. Donc on a déjà trois éléments. Au niveau du privé, c'est 30% de projets en gestion électronique entrants. Et donc, il y a 70%, et je pense qu'on n'aura jamais les 100%, parce que le besoin administratif, politique est moins prégnant que dans le public, et on est plus effectivement directement en entrée dans les métiers. Donc, moins de processus, etc. Donc voilà, bon, ça c'est une explication, en fait, mais c'est surtout un commentaire et un constat. Alors, pour prendre cet élément de gestion de courrier, donc parlons peu et bien. En fait, c'est un processus d'entrée d'éléments d'information et ensuite de réponse, avec entre les deux des instructions, c'est-à-dire des visas, des réponses, des validations, etc. Sur l'entrée, si on veut prendre effectivement les différentes fonctions discriminantes, l'entrée, d'abord, il est multicanal. On a l'habitude de se dire, bon, ben, je prends un scanner, je mets un scanner et j'ai terminé ma GEC en 30. Aujourd'hui, ça s'appelle de la dématérialisation. Mais aujourd'hui, en termes de dématérialisation, on va basculer aussi en digitalisation. Et en digitalisation, on a les emails. Un email, ça, on n'a pas besoin de le numériser. Ceci étant, je connais un certain nombre de quelques-uns résiduels qui impriment le email et qui numérisent le document et ça repart. Mais bon, ça c'est plutôt pour la plaisanterie entre nous. Donc, numérisation, email, il y a les formulaires aussi. Lorsque quelqu'un s'inscrit sur une adresse internet, eh bien, il y a le formulaire qui arrive et qui rentre dans le processus d'entrée de courrier. Donc voilà, donc ça c'est première fonction. La deuxième fonction, c'est aussi l'interopérabilité nécessaire avec des bases de contacts, des gestions de clients, des GRC, des CRM pour parler un peu bizarrement. Et donc nécessairement, le courrier qui arrive, que ce soit un email, que ce soit un papier numérisé, etc., il a besoin d'être rattaché à quelqu'un. Et ce quelqu'un, plutôt que de le retaper, de le ressaisir X fois, il est déjà dans une base. Donc cette base, il faut y avoir le lien pour pouvoir effectivement effectuer la reconnaissance. Troisième point,
la production de réponses, elle est soit faite de manière automatique, soit faite à partir de modèles. Et donc, ça permet de gagner d'une part énormément de temps. Si c'est automatique ou semi-automatique avec validation, ça fait quand même gagner du temps. Et la deuxième chose, c'est que le modèle permet de préserver aussi les formats, les logos, la signalétique, la charte, etc. Et Dieu sait que les courriers, si on regarde les courriers qui partent d'une entreprise ou qui partent d'une collectivité, quand on fait le constat, et tout le monde fait le constat, effectivement, qu'on a des logos et des formalisations qui sont différentes. Donc ça permet d'homogénéiser, donc de travailler aussi sur l'image. Ensuite, l'autre point, c'est aussi un respect de processus. C'est-à-dire à partir du moment où un document est dans un processus, il va y avoir des signatures, des visas, et dans un certain ordre. Si on le fait à la mano, c'est plus compliqué, plus aléatoire. Si on le fait de manière automatique, il y a un process avec un respect de process. Ensuite, donc, c'est l'accessibilité via... Alors, c'est là où on parle de mobilité. Donc, on a la mobilité, la tablette. Le smartphone, c'est encore un petit peu petit, mais pour faire des validations ou des visas de documents, ça peut aller très vite. Il y a un certain nombre d'élus, de responsables, de direction générale, etc., qui ont besoin en tout point et tout lieu de pouvoir effectivement réagir. Donc ça fait partie d'une JEC. Et puis, ensuite, on a la question de la signature. Alors ça, c'est une vraie question, dans la mesure où, mais bon, c'est quoi une signature ? C'est une question qui peut avoir une réponse hyper simple, à savoir une signature, c'est quelqu'un qui clique sur un bouton qui dit « je suis d'accord ». Ça s'appelle une signature électronique. Ça commence par là, tout simplement. Après, il faut tracer que la personne... Oui, pardon. Après, il faut tracer que la personne, c'est bien la bonne personne, etc. Et que le clic, c'est la personne qui l'a fait, évidemment. Mais globalement, il peut y avoir que ça. Il peut y avoir aussi la formule, l'image de la signature. Il peut y avoir aussi la signature électronique avec authentification. Il peut y avoir la signature avec certificat, niveau 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Donc, on peut avoir vraiment tous les différents niveaux. Et il n'y a pas uniquement une seule signature. Donc ça, je voulais insister là-dessus parce que c'est un point important. Et puis, dernier élément, parlons un peu finance. L'intérêt, effectivement, d'une JEC, c'est aussi la réduction de coûts d'impression, la réduction de coûts d'acheminement. Quand on a plusieurs sites, c'est totalement évident. On a besoin de passer de l'un à l'autre et pour ce faire, on économise énormément de temps et d'argent. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les fonctions discriminantes. Et donc dans les fonctions discriminantes, il y a les 3 blocs. Il y a le bloc entrant, il y a le bloc traitement et il y a le bloc sortant. Alors, pour faire cela, il y a des problématiques de définition de rôle. Parce que il y a le premier service qui va être impacté, c'est bon, le service courrier. Il va changer ses habitudes. Il va devoir numériser, préqualifier ou ne pas préqualifier. Ça dépendra effectivement de son rôle, mais en règle générale, on le fait monter en puissance, on le fait monter en capacité, et donc il y a une évolution et un accompagnement au changement à ce niveau-là. Donc, évolution technologique, évolution méthodologique et de fonctionnement. Après, les rôles suivants, c'est dans les services où on a besoin de requalifier, de donner des instructions, donc en fonction des attributions, en fonction des envois, des transmissions pour avis, des annotations, etc. Donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont très importantes à avoir, mais ça peut être fait effectivement dans le processus sur les étapes suivantes. Ensuite, il y a effectivement le retour de la question de qui fait l'envoi physique, service courrier ou pas. Alors, là-dessus, je termine, j'ai encore le temps. Donc, il y a une des questions qu'on pose très souvent et qu'il faut à un moment donné régler, c'est j'ai un document original qui arrive. Le email se pose un peu moins en termes de questions, c'est quand même un document original, mais c'est un document électronique qui est recopiable et qu'on peut effectivement transférer en archivage électronique directement. Mais en revanche, un papier, une facture, un document, un contrat, c'est un document original. Il est signé,
Et donc, même si vous le mettez dans un scanner, même si ça part en électronique, même si c'est très bien fait, même si c'est mis en archivage électronique, etc., le document électronique ne sera jamais un document original. Donc, le document original, c'est le papier. Et le papier, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, là-dessus, il y a des réponses qui sont, d'une part, j'archive immédiatement, ce qui est une réponse intéressante parce que ça permet effectivement, de conserver l'original et de le faire sortir de la circulation physique, donc de gagner du temps et de l'argent aussi à ce niveau-là. Par contre, ça fait un changement d'habitude extrêmement fort. Donc ça, c'est pas toujours très très facile. La deuxième solution, qui est peut-être dans un temps relativement ponctuel, pas trop long, c'est de faire circuler le document papier en parallèle du document électronique. Là, le danger, c'est qu'il y ait un risque de confusion, c'est qu'il y ait un risque de redondance de temps parce qu'il faut les reclasser, et il peut y avoir aussi des erreurs. Donc là-dessus, il faut être relativement vigilant, mais ça, c'est un point important. Et puis, il y a l'autre possibilité qui est de mettre en place un dispositif d'authentification et de sécurité qui permet de garantir que le document numérisé, il a une vocation probatoire, hein, et donc dans la mesure où le document original papier a raisonnablement un risque relativement maîtrisé, voire faible, il peut être éventuellement détruit physiquement. Parce que effectivement, le document électronique a une sécurité plus élevée que simplement un enregistrement dans une GED. Donc voilà, voilà les différents points d'alerte, points critiques qui nous paraissent à l'expérience très importants effectivement à signaler. Merci Pierre. Éric Bretéché, donc d'ITsoft, qui va nous parler de sa société et de retour d'expérience. Je vous laisse la parole, vous avez le micro. Merci. Donc, oui, juste pour présenter ITsoft en 2 mots. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels, de dématérialisation et de gestion de processus. Nous sommes présents sur le marché maintenant depuis une 30aine d'années. Hein. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va vers le zéro papier. Donc, on aide les entreprises à y aller, mais je crois que là, cette fois-ci, on va finir par y arriver. Donc ITsoft a commencé son activité autour de la lecture automatique de documents, donc sur des processus qui étaient très très bien définis, sur des formulaires, sur des documents, sur des décomptes santé, sur ce genre de documents. Et puis progressivement, donc le marché et les besoins ont évolué vers cette notion de digital mailroom, de courrier entrant, où là l'objectif c'est plus d'adresser un seul processus, mais véritablement de numériser l'ensemble du courrier entrant pour ensuite le traiter sous format électronique. Donc on a bien sûr adressé ces problématiques-là. Lorsqu'on va vers là, ça veut dire que derrière, il faut être en capacité aussi d'aider nos clients à gérer, à faciliter le travail du gestionnaire, c'est-à-dire gérer les processus qui sont en aval. Donc pour ça, on a bien entendu mis en œuvre, au-delà des outils de dématérialisation, des outils de GED et de workflow. Et tout récemment, l'année dernière, donc on a racheté W4, qui est un éditeur spécialisé dans le BPM, précisément parce que dans le cadre de la transformation digitale des entreprises, on a besoin d'avoir une capture omnicanale et des gestions de plus en plus évoluées, et des besoins également d'intégration avec les systèmes d'information existants dans l'entreprise. Donc cet achat de W4 et l'intégration dans notre offre nous aide beaucoup à adresser tous ces enjeux de transformation digitale. Alors là, on est surtout sur des sujets de courrier entrant, donc que j'ai choisi de vous illustrer avec trois références clients. Alors chacun a adressé en fait ces problématiques avec différentes approches. Vous pouvez avoir des entreprises, par exemple, qui démarrent, comme je le disais tout à l'heure, avec un processus, un flux en particulier, et qui ensuite décident de généraliser à l'ensemble du courrier entrant. Vous avez des entreprises qui font un peu le Big Bang, c'est-à-dire qui démarrent tout de suite en se disant « Allez, on va tout numériser et derrière, on va pousser les documents dans les corbeilles ». Et puis, vous avez d'autres entreprises qui démarrent, par exemple, par le sortant et qui progressivement adressent les problématiques de courrier entrant. Alors là, je vais vous parler d'abord d'April, la société April Assurance, donc, qui, elle, a précisément adopté cette approche-là, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à adresser leurs problématiques de courrier sortant. Ensuite, ils se sont posé la question de gérer donc, leurs adhésions en ligne, pour avoir un flux électronique pour leur flux adhésion.
Et là-dessus, ils se sont dit, finalement, la dernière étape, c'est de numériser et de gérer complètement tout le courrier entrant pour passer en flux numérique, en tout numérique. Donc là, April, ça représente aujourd'hui, si on parle en termes de pages numérisées, ça représente 4 millions de pages par an. Et ils gèrent également, dans le cas du courrier entrant, avec une approche omnicanal, tous leurs emails également entrants. Donc ça représente à peu près 100 000 emails par an. Donc ils gèrent tous les flux, le courrier, le papier, le fax. Au niveau du papier, donc ils numérisent tout type de documents. Donc ça peut aller du post-it au triptyque. Donc de triptyque, c'est 3 formats A4. Donc là, on est vraiment sur une variété importante de documents. Et leur objectif, c'était vraiment de réduire le temps de traitement de ces documents, avec un objectif qui est de traiter ces documents et ces courriers entrants à J+1, voire à J. Donc aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre de ce projet-là, donc ils numérisent, donc le courrier arrive entre 7h et 7h30 le matin, donc ils numérisent l'intégralité de leur courrier entrant, et donc la salle courrier a terminé son travail à 11h, donc numériser tous les flux, et les documents sont mis à disposition dans les corbeilles des gestionnaires. Donc ils ont mis en place tout un centre de numérisation dans leur nouveau bâtiment qu'ils appellent l'Aprilium. C'est un magnifique bâtiment qu'ils n'hésitent pas d'ailleurs à faire visiter. Alors ils ont l'habitude de dire que maintenant c'est pratiquement le service qui est le plus visité dans l'entreprise, parce qu'avant les salles courrier c'est pas forcément le bâtiment qu'on faisait systématiquement visiter, mais là ils ont fait quelque chose qui est très, très sympa. Voilà, donc ils sont arrivés à traiter leurs documents, leurs dossiers AGI, ce qui leur permet en fait de recentrer le travail de leur gestionnaire sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, on va dire purement sur des actes de gestion, donc en limitant toutes les problématiques de saisie. Et puis en termes de gains, bien entendu, ça donne un accès immédiat aux informations du client, dans la mesure où on est passé en numérique. Donc là, on est sur un client qui a travaillé étroitement avec ITsoft. On a mené des projets avec eux sous différentes formes, que ce soit en régie ou au forfait. Donc là, on va dire que ce qui a fait un peu la différence, c'est un peu le rapprochement des deux cultures. On a tous les deux une approche pragmatique. Donc je pense qu'ils ont aimé notre façon aussi de travailler avec eux. C'est une référence qui n'hésite pas à intervenir dans les différents événements qu'on organise, et qui met en avant à chaque fois ce partenariat, donc l'adaptation en fait du prestataire et du fournisseur de techno à s'adapter à la culture de l'entreprise. Donc là, on voit un exemple pour un client assurance. Alors il y a une autre référence dont je vais vous parler, c'est le GIE, donc le GERAP. Donc le GERAP, c'est un GIE informatique qui fait de la prestation qui gère l'informatique notamment de la branche vie, de la MAF et de la Massif d'ailleurs, de Mutavi. Alors là, pour le coup, ils sont vraiment, ils gèrent tout en numérique. Donc ils ont dématérialisé l'ensemble des documents entrants. Également, tous les processus internes sont dématérialisés. Donc tout ce qui sort également du SI, les comptes rendus d'activité. Donc tous ces documents-là sont mis à disposition au format électronique dans les corbeilles. En termes de volumétrie, c'est à peu près 1 million de courriers par an. Au niveau des processus, donc tout ce qui rentre dans le workflow, ça représente 1 250 000 bons, ce qu'on appelle des bons de travaux, en fait. Et donc, ils ont gagné en productivité. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont gagné 30% en productivité brute. Et par rapport à ça, donc la question qui se sont posées, c'est qu'est-ce que je fais de ces gains de productivité? Soit effectivement je réduis en ETP, ou alors je profite en fait de cette puissance de feu pour fournir mes services à d'autres entités. Donc du coup, alors qu'ils étaient prestataires uniquement pour MAF, Massif, ils ont bénéficié en fait de ces gains en productivité pour proposer des services à d'autres sociétés, et donc notamment ils ont répondu à des appels d'offres sur lesquels ils ne se positionnaient pas forcément préalablement, et ils ont gagné donc deux clients en fait, on va dire, notamment une société de crédit où là ils gèrent 180 000 courriers entrants et 72 000 dossiers de crédit.
Alors, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'effectivement, autant pour tout le travail qu'il faisait au niveau de l'assurance vie, donc pour la MAF, la Massif, etc. Donc là, on est purement sur des problématiques de lecture automatique de documents. C'est-à-dire qu'on a des documents qui arrivent sur lesquels on va essayer d'extraire un maximum d'informations. Autant sur, par exemple, tout ce qui est flux de dossiers de prêt, etc. Là, on va plus mettre en avant les technologies dites de RAD, donc de reconnaissance automatique de documents, où là, l'idée, c'est plutôt de typer automatiquement, de reconnaître le motif du courrier, le motif du pli, typer les documents pour les adresser ensuite dans les bonnes corbeilles. Et ensuite, ces documents seront indexés par croisement avec les informations dans le système, dans les différents référentiels. Donc lorsqu'on parle de dématérialisation, on a vraiment ces deux aspects. Donc la reconnaissance automatique de documents, qui est la capacité finalement à identifier de quel type de document il s'agit, et ensuite la véritable lecture, où là on est plutôt sur des documents en général très structurés ou semi-structurés, où on extrait des informations. Donc là ils ont mis le GERAP vraiment en œuvre toutes les briques. Ils ont divisé par deux leur délai de traitement, et en termes de travail avec ITsoft, pour le coup, là, on a travaillé un petit peu différemment qu'avec April. Là, on était en pilotage et en expertise, et on a travaillé notamment, où GERAP a fait appel à des partenaires certifiés ITsoft, et donc nous, on était plus en expertise et en pilotage, et c'est plutôt le GERAP qui gérait, on va dire au jour le jour, la partie mise en œuvre du projet, la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc là c'est un deuxième exemple où on est plutôt effectivement sur la dématérialisation complète. Alors le troisième exemple, c'est l'UGIPS. Donc là, c'est un centre de gestion délégué, donc il s'occupe d'assurance collective des personnes. C'est un prestataire de services du groupe AXA. Donc ils sont une équipe de 200 personnes. Et il s'occupe, donc il y a 55 personnes qui sont dédiées en fait aux flux liés aux frais médicaux. Donc ils sont clients depuis très longtemps. À partir de 2003, ils ont commencé d'ailleurs à gérer des flux donc de dossiers médicaux, des comptes santé. Ensuite, ils ont géré donc des flux de désignation bénéficiaire pour les assurances vie. Donc là, on était effectivement sur du format papier. Donc là, c'est des projets de LAD pur, hein, c'est-à-dire on a vraiment des documents sur lesquels il faut automatiquement extraire des informations. Donc tous les documents sont LADés, les formulaires sont LADés, y compris les RIB, les attestations diverses, donc projet pur LAD. Et donc c'est ce que je vous disais en introduction, ils sont passés justement de flux très très spécifiques en LAD, cette fois-ci à une dématérialisation complète du courrier entrant. Donc ils ont dématérialisé 100% du courrier entrant pour tous les services. Donc c'est ce qu'ils appellent en fait, pour eux ça a été pour le coup vraiment une approche Big Bang, puisque du jour au lendemain il a fallu que, au lieu de travailler sur papier, ils se mettent à travailler sur image. Mais ils en ont tout de suite, ils ont tout de suite vu en revanche les gains, puisqu'ils travaillent sur 2 sites qui sont séparés de 60 km de distance. Et ils ont vu les gains finalement apportés par la dématérialisation, parce que ça permettait effectivement de passer facilement ou de délester en fait le travail de certaines équipes vers d'autres. Et c'est vrai que pour ça, la dématérialisation et le travail sur image apportent des gains, puisque c'est instantané. On peut faire passer un dossier d'un site à un autre, alors que lorsqu'on est effectivement en papier, c'est plus long, et donc les délais de traitement sont allongés. Donc ça leur a apporté de la possibilité de mutualisation pour les dossiers, avec ces transferts d'activité. Et 100%, en fait, c'est un peu comme April, ils numérisent le matin, ils ont 100% du flux qui est disponible à la mi-journée. Donc ils sont capables d'avoir des engagements de service, notamment à la demi-journée, donc ce qui est c'est quand même assez remarquable. Donc ils ont passé maintenant vraiment à une approche omnicanal, y compris par la capture de flux email. Donc on parlait des emails tout à l'heure, c'est vraiment un canal qui est de plus en plus, qui commence vraiment à émerger de plus en plus, notamment pour dématérialiser les factures, ça va arriver de plus en plus bien entendu, mais sur tous les flux entrants. Voilà, donc qu'est-ce que cela a rapporté comme gain? Donc mise à disposition de 100% du flux donc dans la journée, un gain de 36 heures en termes de temps de traitement par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est pas négligeable. Toujours cet accès instantané au dossier client, ce qui est moins facile lorsqu'on n'est pas dématérialisé, donc avec une notion de dossier client électronique. Et puis donc voilà. Donc tout ça pour dire que
En termes de gains, bon, on n'a pas trop parlé de ROI finalement, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de technologie de RAD et de LAD, on voit qu'il y a des gains de productivité, ça évite de saisir des informations dans des systèmes, etc. Et c'est vrai que ça se quantifie, ça se calcule. Et là, par exemple, Gérard nous parlait tout à l'heure de 30% de gains de productivité. Mais au-delà des gains de productivité, ce qu'on s'aperçoit, ce que nos clients mettent de plus en plus en avant, c'est vraiment on va dire l'engagement de service vis-à-vis de leurs clients, la réduction des cycles. Lorsqu'on est capable de traiter des dossiers à J+1 ou dans la journée, ça permet d'apporter un service au client qui fait une vraie valeur, un vrai différenciateur, quoi. D'accord. Merci. Alors ça, c'est dans le secteur privé. Alors, et dans la sphère publique, comment se passe la GEC dans une communauté d'agglomération? Alors le projet est en cours et enfin je dirais qu'il va être encore pendant plusieurs années. Donc moi je travaille à la communauté d'agglomération Cauvalet de Seine, donc comme on disait tout à l'heure, 68 000 habitants, ça se situe, pour ceux qui connaissent un peu la Normandie, vraiment entre Le Havre et Rouen, au niveau du pont de Tancarville. Et on a vraiment positionné ce projet comme un projet d'organisation plus qu'un projet technologique, parce que à mon sens c'est un projet d'organisation. La technique est importante, hein. En tant que DSI, c'est toujours bizarre de le dire comme ça, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas informaticien à la base. Mais c'est d'abord un projet d'organisation où on met en exergue les problèmes de processus et d'organisation de la structure pour laquelle on travaille aussi. Pour aller un peu plus loin aussi dans le cadre de mon service, j'ai un système dans mon service. En fait, j'ai bien sûr la question de l'informatique, mais j'ai également la documentation, la veille et également les archives. J'ai ma Prada, la personne qui est en charge de l'accès aux documents administratifs qui est également dans la salle. En fait, on a recentralisé au sein d'un même service toute la gouvernance de l'information de notre structure. Donc on a démarré ce programme de dématérialisation. Bien sûr, on avait commencé sur d'autres programmes, notamment dématérialisation des factures, PESV2 pour ceux qui sont dans la sphère publique, pour tout ce qui est dématérialisation des flux de factures. Et on s'est aperçu également de l'importance et de la priorité à dématérialiser le courrier, notamment pour les respects de la réglementation. Pierre le disait tout à l'heure, notamment, on a un certain nombre de délais à respecter. Si on ne répond pas dans un délai de 2 mois, notamment à certaines questions, c'est considéré comme une réponse positive. Donc c'est quelque chose où on a besoin d'une traçabilité forte. On avait également besoin de simplifier nos processus en interne. Pour faire un peu d'histoire, en 2008, on a fusionné 3 communautés de communes de tailles différentes, avec des moyens humains et techniques totalement différents. Et il fallait également harmoniser ces différentes pratiques. Donc on a travaillé depuis la première approche du projet, a même été de rematérialiser un certain nombre de procédures et de processus en interne et le faire valider au niveau du comité directeur. On est arrivé à la partie courrier assez rapidement en se disant on avait besoin de cette dématérialisation, simplement aussi parce que nos élus, nos techniciens avaient besoin de rechercher des documents, enfin rechercher en l'occurrence des courriers, savoir si la réponse avait été faite, et en l'occurrence, parfois, la personne était absente et on était dans la capacité de répondre à l'élu. Et de ce fait-là, on avait des délais de traitement qui pouvaient être parfois très longs. Donc c'était vraiment cette première chose. Donc la question de la sécurisation de cette partie documentaire. Et également l'amélioration du rendu aux usagers, parce que derrière, nos élus, ils ne le font pas que pour eux, hein, ils le font aussi pour nos usagers, et d'abord pour nos usagers. Et c'est vraiment l'idée de faciliter l'accès aux informations, aussi bien aux élus, mais également aux techniciens. Alors le projet a été peut-être facilité aussi chez nous, parce qu'on a une moyenne d'âge à peu près de 40 ans, ce qui n'est pas partout pareil dans les collectivités non plus. C'est intéressant peut-être d'un point de vue technique. De l'autre, par contre, on a un turnover plus fort aussi. Donc chez les chargés de mission, sur le cas des dossiers, parfois, savoir où en est un dossier, c'était parfois compliqué de savoir s'il y avait eu une réponse ou pas à tel ou tel courrier. On a également en vue aussi, bien sûr, le courrier, mais également, j'y reviendrai tout à l'heure, en propos final, sur le fait de mettre en place une gestion dématérialisée des documents et puis d'aller plus loin sur le système d'archivage électronique. Mais vraiment, le premier objectif était vraiment de moderniser nos services, nos pratiques, en préparant d'abord le courrier entrant, en passant ensuite par le sortant, mais également disposer d'un système souple et flexible. Pourquoi souple et flexible? Simplement parce que on est une structure assez jeune, pas simplement en termes d'âge, mais en termes d'organisation aussi, et régulièrement, l'organigramme change. À un moment, on changeait d'organigramme tous les 6 mois.
ce qui, en tant que DSI, est une vraie, enfin pas une catastrophe, hein, je ne vais pas le dire comme ça, mais un vrai casse-tête. Donc il fallait trouver un système souple. On a fait un choix d'outils qui est March pour la partie courrier, et après avec en fait une injection de la partie courrier, mais également de l'ensemble des documents qui sera Alfresco, avec une surcouche Drupal pour pouvoir faire un autre extranet. Bien sûr, comme disait Pierre tout à l'heure, comme disait Eric aussi, il y a la question aussi du ROI. On parle souvent de ROI. On a souvent parlé de développement durable. Bien sûr, on l'a intégré dans le cadre de notre agenda 21, mais c'est intéressant de le mettre. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est plus sur l'amélioration du processus. Et il a été inscrit, ce projet, dans le cadre de notre... on a un projet politique, hein, en tant que collectivité, nos élus ont un projet politique. Mais nous, au niveau des techniciens, on a un projet d'administration, et il a été intégré comme tel dans notre projet d'administration. En fait, on s'est aperçu aussi dans la question du courrier, et je reviens sur la question de l'organisation aussi, c'est que comment se positionne le courrier au sein de la structure. Nous, pendant la première partie de l'étude, le courrier était une tâche annexe de l'accueil. Et pas une tâche en proprement parler, sachant qu'on traite quand même environ 25 à 30 000 courriers annuels, ce qui représente quand même une somme, mais qui était vraiment considéré comme une tâche annexe. Et en fait, on a, entre guillemets, professionnalisé le service courrier avec une meilleure connaissance des dossiers. On parlait de la question des documents originaux tout à l'heure. C'est vrai que cette partie-là a été... on a eu plusieurs points de débat et qui continuent à être du débat aussi sur la question de l'original. Est-ce qu'il part dans le service? Est-ce qu'il reste au service courrier? Nous, on s'est aperçu, on avait commencé par le laisser au courrier. Et là, j'avoue, on a changé notre fusil d'épaule, j'allais dire, en remettant les courriers au sein des services, hein, même les papiers, simplement pour une question toute bête d'organisation au niveau du service courrier, qui n'a pas encore totalement la connaissance des documents papier qui ont obligation d'être transmis dans les services et ceux qui doivent être conservés. Pour des questions administratives ou de signature encore manuscrite, on travaille encore avec parfois des administrations qui nous demandent du papier. Et du coup, savoir quel papier il fallait transmettre et quel papier il fallait numériser, ça posait un certain nombre de questions. Donc on a fait un choix, et également avec notre archiviste, de se dire on constitue un dossier qui sera ensuite pré-archivé au sein du service. On a eu une autre question, on a travaillé sur notre projet avec des directions pilotes et des services pilotes. Au fur et à mesure, on a travaillé notre plan de classement. Et ça, c'est quelque chose qui vit aussi. Et on s'aperçoit aussi que la typologie documentaire, le plan de classement, c'est quelque chose qui change ou qui doit être vivant. Et un autre élément fort aussi, c'est que c'est un projet vivant et c'est un projet avec des gens. Hein. Et parfois, des projets comme ça, c'est aussi on change les habitudes des personnes et la direction projet se retrouve parfois le casque bleu entre les directions opérationnelles et les directions, notamment la direction du courrier. Simplement parce qu'il y a des habitudes et simplement parce qu'il y a des habitudes de travail qui vont être changées aussi avec la mise en place de tel outil. Et c'est aussi de l'accompagnement au changement. Et c'est d'abord de l'accompagnement au changement, lever certains fantasmes, certaines peurs. Et ça a été vraiment ce travail. Et c'est ce travail qui, j'allais dire, qui continue à être formalisé au jour le jour. Pour ce faire, on a bien sûr, alors je ne vais pas vous faire de la méthodologie de projet, hein, vous êtes tous dans la salle gestionnaire de projet ou en grande partie. On a mis en place un comité de suivi reprenant toutes les assistantes de direction, simplement parce que c'est des personnes qui sont vraiment moteurs du process. Et qui nous ramènent aussi de chaque direction en fait des informations. On pourrait parler d'ambassadeurs. On a bien sûr le service courrier et également notre DRH parce qu'on est sur un projet d'organisation. Et ensuite, ce qui nous permet de déterminer un certain nombre de règles. Et après, si les règles ne sont pas forcément acceptées par l'ensemble de ce comité de suivi, ça remonte au CODIA, au comité directeur, pour être entre guillemets validé. Parce que là aussi, c'est un projet qui doit être validé et éviter justement que certaines directions ou certaines personnes ne prennent des règles ou ne prennent des décisions en dehors de tout process.
En plus, pour terminer, on est vraiment sur une idée aussi, nous, de proposer un projet qui pourra ensuite s'étendre. Hein. Je le disais tout à l'heure, hein, on a travaillé sur la fusion de 3 communautés de communes en 2008. Là, je suis en plein dans les mutualisations avec les communes et de pouvoir proposer un outil. Parce que cet outil, la gestion du courrier entrant dématérialisé permet d'améliorer le process entre directions, entre services. Mais l'idée, c'est aussi d'améliorer la circulation d'informations entre le couple interco et commune, ou même entre communes. Et en fait, c'est la suite du projet. Et on s'aperçoit, et là, que le courrier est un document comme un autre, mais il s'intègre, et là, c'est mon propos, on va dire, plutôt de conclusion, s'intègre dans un projet plus de gouvernance de l'information, fort dans le sens où c'est un document comme un autre, et il va s'intégrer dans une gestion de connaissances de la structure. Et donc, on va avoir bien sûr les courriers entrants, les courriers sortants, les documents circulants, et ce qui va nous permettre après de construire en fait la connaissance de notre structure et les différents dossiers. Ce qu'on trouve très fortement dans le milieu privé, pas suffisamment à mon sens dans le milieu public, la connaissance des dossiers et on va dire l'historique des dossiers. Et on terminera, parce que là on n'y est pas encore, on en parlait tout à l'heure, avec la mise en place d'un système d'archivage électronique, vraiment, et pour bien sûr les archives intermédiaires, voire les archives historiques en lien avec les archives départementales, mais vraiment, non pas simplement dans une problématique de juridique et de connaissance, mais vraiment dans une problématique de KM, de connaissance, de gestion de la connaissance, pour pouvoir revenir à faire un retour d'expérience sur des projets qui ont peut-être eu lieu il y a 10-15 ans. Nous, on a une grosse zone d'activité avec encore pas mal de fonciers à vendre. Parfois, on a besoin de revenir sur des dossiers qui ont eu lieu et de l'instruction de dossiers il y a 5-6 ans pour voir comment ça s'est passé avec les services de l'État, pour apprendre aussi. Voilà. Donc, Eh ben, merci Cédric. Alors maintenant que vous avez une vue globale du sujet, peut-être que vous avez des questions plus précises à poser à certains intervenants. Donc je vous tends le micro. Bonjour Moïse, je représente une collectivité locale à l'Essence-Cévennes dans le Gard. Donc j'avais une question pour Monsieur Grenet par rapport à l'interconnexion entre le dématérialisé et les archives physiques. Comment, à partir de votre GED, vous retrouvez le courrier physique dans telle ou telle boîte? C'est une bonne question. C'est très honnêtement là dans le cadre du projet pour l'instant, en fait, la partie physique est pas connectée totalement à la partie numérique, dans le sens où en fait la matérialisation et le fait de l'archivage en fait se situe au moment du versement aux archives, dans le cadre du bordereau de versement. Voilà, et pas directement, comme je l'évoquais au tout départ, il était prévu initialement que l'on mette en boîte directement tous les courriers. On s'est aperçu que ce n'était pas faisable on va dire, dans la maturité de notre organisation. Et de ce fait-là, en fait, ça arrive dans les services. On sait par contre où se situe le courrier, la localisation du courrier par rapport à la personne qui est destinatrice. Par contre, la matérialisation de la pièce papier en tant que telle sera vraiment intégrée dans les bordereaux de versement lorsque les documents seront préarchivés. Ça vous convient? Ça n'a pas l'air. Ça pose un problème en fait dans le cadre des archives courantes. C'est-à-dire que si vous avez, comme vous disiez, un contrôle de la Chambre régionale des comptes ou tout ça, les archives courantes, en règle générale, restent entre 5 et 10 ans dans les services avant d'être versées vers les archives. Et donc du coup... Enfin, c'est parce qu'on a la problématique, on réfléchit au problème. Ouais. Nous, on va arrêter le courrier au niveau du service courrier et on va essayer de reporter les chronos sur les boîtes pour avoir un minimum d'informations et retrouver comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des éditeurs, donc chez nous, c'est Élise de Archimède à la place de March. Les éditeurs aujourd'hui ne se sont pas posé cette question et ils n'ont pas vraiment de solution pour faire l'interconnexion digitale et physique. Alors juste pour répondre à cela, quand je parle par exemple là sur Marche, on a possibilité pour chaque courrier de pouvoir identifier la boîte dans laquelle on pourrait le mettre. On a le champ en tant que tel. Là en fait c'est un choix, c'est un renseignement manuel, tout à fait. Mais après il faut intégrer aussi, parce qu'en fait c'est dans le cadre du processus et dans le cadre du projet lorsqu'il avance,
où on s'aperçoit aussi en fait des faisabilités aussi avec les personnes aussi, en fait, dans le cadre de l'organisation. Et je vais juste faire un rapport. Avant de dématérialiser votre courrier, actuellement, vous n'avez tous les documents et tous les courriers sont dans vos services, sans savoir où sont situées vos archives courantes en fait. On a le même problème. On a le même problème qu'il soit papier ou numérique là en l'occurrence. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on matérialise mieux à l'heure actuelle, grâce à notre applicatif courrier, le fait de savoir où se situe ce courrier papier. Parce que du coup, on l'indique. Parce qu'en fait, la personne qui est considérée comme destinataire de l'original dispose de la pièce papier. Après, on a, nous, une politique de culture archivistique au sein de notre structure, où chaque service a été formé au pré-traitement et au pré-traitement de ses archives. Au versement aux archives, 5 à 10 ans, nous, les archives, pour une partie, en fait, on est en deçà de ces 5 à 10 ans. Et en fait, on a des tableaux de gestion par service. En fait, on a mis en place, pour régler en partie ce problème-là, une culture archivistique beaucoup plus forte. Oui, alors effectivement, là, il y a un choix d'organisation qui a été fait, effectivement, de transférer on va dire le support physique au sein des services. Après, donc, vous parliez des éditeurs et justement ce que les éditeurs proposent pour faire le lien, dans le cas par exemple d'un choix où on numérise tout à l'entrée dans la salle courrier et après il n'y a que du numérique qui circule dans les services. Dans ce cas-là, le lien il est assez facile à faire puisque au moment où vous numérisez dans la salle courrier, en général, vous avez au moment de la numérisation, votre système va vous donner un numéro en fait de lot que vous pouvez, alors soit ça génère en fait une fiche de lot dans laquelle vous mettez vos documents papier, vous les mettez dans les boîtes. Ce numéro de lot et l'identifiant du document est une métadonnée qui circule avec l'image. Donc ça veut dire que vous pouvez numériser en fait tous vos documents dans la salle courrier. Vous avez le numéro de lot et le numéro de boîte, etc. Donc, ce qui fait qu'après, lorsque vous voulez faire un appel, vous voulez rappeler des archives, l'original papier, vous avez dans votre GED l'identifiant du lot, dans la boîte, etc. Donc le lien, il se fait au moment de la numérisation et après, c'est une métadonnée qui circule avec le document. Et bon, dans le cas où vous n'avez pas besoin, et sur la grande majorité des processus, on n'a pas besoin de l'original papier, on travaille sur la copie numérique. Et si jamais un jour on a besoin de l'original papier, on sait le retrouver dans la bonne boîte d'archives qui en général peut se trouver très très loin du site, dans des endroits où le coût de stockage de l'archive est beaucoup moins cher que dans vos bâtiments par exemple. Une autre question ? Oui. Moi, j'ai une question. Département de l'Aude, donc encore collectivité, je suis désolé. J'aurais posé 2-3 questions après, mais ça sera en aparté. J'ai entendu dire que vous aviez fait un tri sur les documents à numériser à l'arrivée. Qu'est-ce qui a été fait comme choix en termes de type de documents ? Alors, le choix initial était ce que nous on avait appelé les documents hors format. Plans ou les documents brochés, par exemple. Grosses études. On s'est aperçu, par contre, qu'on avait un certain nombre de documents. Par exemple, le service juridique nous demandait les relevés hypothécaires originaux reçus par les impôts. Enfin, en fait, on a refait le lien avec différents services en demandant quelles étaient les pièces papier qui étaient, j'allais dire, vitales, enfin, à leur sens. Hein. Après, on peut en discuter, on pourra en débattre longuement, et on en a débattu longuement aussi chez nous. Mais en fait, on a fait le tour de chaque service pour savoir quelles étaient les pièces qui étaient nécessaires au service en format papier. Là où on revient à la question de l'organisation, on s'est aperçu que le service courrier n'arrivait pas à gérer cette double transmission numérique et papier. C'est-à-dire que les personnes qui étaient au service courrier n'arrivaient pas à distinguer un certain nombre de documents. Un état hypothécaire d'un autre relevé de la DGFiP. Et là, en fait, on se heurte à ce que j'appelais la professionnalisation ou un problème d'organisation, qui est plus en fait sur la connaissance, typologie documentaire et les types de documents qui pourraient être réglés au fur et à mesure du temps par rapport à cette mise en place, en fait. Et pour rejoindre par rapport à la première question, et là, on pourra partir, comme il était prévu dans le process initial, de mettre en boîte directement au niveau du service courrier, de façon quasi chronologique, hein, avec un versement. Et là, en l'occurrence, on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis désolé, il va falloir qu'on
qu'on clôture le débat. Je vous invite à venir, si vous avez d'autres questions, à venir voir nos intervenants, aller sur le stand d'IT Soft. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.